right. Well, we seem to have a Eh good bien, number of people nous here, semblons so avoir un bon nombre de let's get participants. on Nous allons donc pouvoir today's commencer second session avec la entitled deuxième Policy séance into Practice. sur A series of l'application de webinars and la workshops politique, talking une about série de webinaires et the d'ateliers qui portent tri-agency's sur policy and la how to politique de implement GDR it des trois organismes at your et la institution. façon de l'appliquer dans votre établissement. In today's session, which is part two, Aujourd'hui, as I mentioned, we qui est are la going partie to be 2, talking nous about allons data deposit. parler du dépôt de The données. third tri-agency RDM pillar covers data Le deposit. troisième This webinar will pilier cover issues de surrounding la data politique deposit, couvre le dépôt de what données. is Nous a allons data couvrir le deposit, dépôt de benefits données, to data ce deposit, que c'est, and ce what que is ce meant n'est by pas, les the avantages du requirements dépôt de of données. tri-agency RDM Et nous policy. allons parler de Then l'exigence dans la data politique des trois depository effort organismes. available for use by Canadian researchers will be Nous allons discussed. donner des exemples That d'utilisation de la session, politique formal par des presentations chercheurs. will be followed by an open Les audio présentations presentation formelles for seront questions and discussion. suivies par une My période name de is Jennifer questions et de Abel. réponses. I Je am m'appelle the Jennifer training Abel. Je suis coordinator for coordonnatrice de the la Alliance formation GDM team. pour I am l'équipe here today Alliance GDR. with the Je suis ici Institutional au nom Strategies Workshop Working Group in du groupe de Policy into travail Practice. sur Our les experts ateliers use sur la national training infrastructure. stratégie I'd like to institutionnelle also acknowledge qui that the land that I'm speaking from relève represents the du traditional and groupe ancestral national lands of sur Indigenous Salish peoples, la formation. including the territories Je owned vous by the parle Musqueam, du Squamish, territoire and Musqueam. traditionnel des peuples côtiers Squamish, A few housekeeping Tsleil-Waututh notes et before we get Musqueam. started in earnest. You have been muted automatically when Voici you entered the quelques room. instructions d'intendance. This Vous webinar avez is being été mis en recorded for sourdine chat en webinars, and rentrant for dans la those who are salle. unable to Le attend. webinaire sera enregistré pour des We encourage personnes you to use qui the ne latest peuvent pas version of Zoom participer so en that you have direct. access to all of the Nous vous encourageons à benefits utiliser of la Zoom. dernière version de Zoom afin However, d'avoir as accès à a toutes les we'd ask you to fonctionnalités, notamment unmute celles de yourself at the start sécurité. and maybe wait until Si le afterwards. système vous demande une Enjoy mise the à jour au discussion milieu and de la success. séance, vous pouvez peut-être attendre à Please la use the fin pour chat avoir une feature if expérience you have any intégrale. technical Utilisez difficulties la or fonction de wish to clavardage reiterate si feedback. vous avez des difficultés techniques ou Please d'autres use the ressources à Q&A partager. option to ask questions Utilisez at the la end so fonction de staff can questions et be réponses addressed pour at the poser end des of the questions. session, as I mentioned. Nous répondrons You aux can also questions à use la the fin de raise la hand séance. Vous function pouvez after utiliser la questions. fonction main levée Questions may be asked pour in poser des English questions. or in French. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. Simultaneous interpretation is Nous available for offrons this de session. l'interprétation A live simultanée. transcript feature is also enabled. Nous avons aussi activé The la slides for this fonction de session are sous-titrage en available direct. on the event webpage, which you'll be La getting présentation sera momentarily. disponible sur la In this page webinar de flyers, l'événement. which you'll also be Nous getting allons when you mettre watch un the lien dans platform in le the fil de future. discussion sous peu. At the Nous moment, avons aussi un formulaire due to Google some qui sera partagé limitations to dans le time, fil de we discussion. will not have Étant any donné slides, although our les goal contraintes is de to have temps, slides nous that avons are des diapositives virtually uniquement en anglais. bilingual. We will attempt to Alors que la première translate présentation sera presque entièrement bilingue, nous allons publier les versions for the françaises code of sous peu. conduct to follow Nous avons un code in de this webinar conduite session, we pour will cette provide an open séance de welcome webinaire. engaging Nous nous environment engageons à for everyone. offrir The une derogatory language is communauté not accueillante, une tolerated, expérience and we appropriée don't pour tout le monde. tolerate Le harassment langage of any form. inapproprié ne sera By pas harassment, toléré. we Nous understand ne that tolérons aucune communicating forme with d'harcèlement someone from another qui se person or définit group comme étant un in another comportement qui language. menace une autre So personne ou un please groupe qui play produit un nice and environnement gentle non while you're there. sécuritaire. Donc, nous vous invitons à jouer franc jeu Now, we have lors de four votre présence speakers ici. in today's session. Our Nous first avons speaker is going 4 to be Jeff conférenciers et Moon, conférencières. Nous who allons is the commencer avec director Jeff of the Moon, Digital Research Alliance of Canada's directeur de Autism Network. l'Alliance de He is recherche currently numérique du director of the Canada, Canadian de Association l'équipe of Certified Nurse GDR. Portage Network. Il faisait anciennement And partie in du case you réseau didn't know, Portage. Portage officially Si vous ne joined saviez pas, Portage s'est joint CNRA in officiellement à November l'Alliance 2021. le 1er avril Prior to his role 2021. at Portage, Jeff Avant de served travailler as à a Portage, il a été Queen's le University bibliothécaire Library universitaire Director for the Queen's bibliothèque University Data universitaire Center de and l'Université established Queen's. the Queen's Il a Research Data mené le Repository centre de Service données de that l'université et started géré le at service de that données. museum. Bo Weinschneider is Bo with us from the University Weinschneider, of Toronto, where he qui is vient de the l'Université de principal Toronto, officer. il est le chef de la He has over formation 30 years of de son experience établissement. Il a working plus in de three 30 ans post-graduate institutions: d'expérience dans the 3 Global établissements Postgraduate postsecondaires. Economics at Il St. est John's Wollongong diplômé en University économique. in an academic department with a focus on Il computational analytics and data management, est or passé CAIO. de To gestion build à de diligently on l'analyse his d'information à experience devenir le directly chef de above his within. l'informatique. Il établit des collaborations Overall, he entre has les établissements et dans graduated from l'établissement. many Il a government beaucoup d'expérience en institutions in GDR, fait Canada partie and de in the différents groupes de world. travail, notamment le groupe d'experts sur Karen les Payne dépôts is the numériques. Nous avons Associate Karen Director for Payne, International directrice Technology adjointe Data System for the du International Bureau Development de Council for technologie Social Data internationale Collaboration de Network. World Data Her System. role is to help WDS
Son rôle est d'aider les institutions membres à créer leur infrastructure de gestion de données de recherche. Auparavant, elle a travaillé à l'Université de Géorgie en offrant des services de données aux organismes qui participaient aux interventions après catastrophe. Daniel Cooper, qui est directrice, c'est-à-dire des communications savantes et les échanges avec musées. Elle mène un système de communication de Etika S+R, qui est une organisation de recherche sans but lucratif pour servir le bien public et d'aider les organisations à naviguer le changement technologique. Avant d'être à Etika, Daniel a travaillé à l'université et le Collège George Brown en menant ses études doctorales à l'Université York. Nous allons inviter Jeff à commencer. Je vous cède la parole. There we go. Can you hear me okay? M'entendez-vous? Okay. And Oui. can you see the first slide? Voyez-vous ma première diapositive? We can see that too. Tout va bien. Okay. I have got my control bar is blocking my screen. Here we go. We'll get this going here. All right. Je m'excuse, j'ai la difficulté à trouver la barre de menu. Ça fonctionne. Premièrement, merci de l'invitation. J'ai vu près de 300 personnes qui participent à l'appel. Bienvenue. Let me start by acknowledging that I am speaking to you from Kingston, Ontario. Je veux vous dire que je parle de Kingston, en Ontario, puisque je fais partie du secteur universitaire de l'Université Queen's. Queen's est établie sur des territoires traditionnels Anishinaabe et Haudéchinés aussi. Nous avons le privilège d'apprendre, de vivre et de jouir sur ces terres. Patientez avec moi, je vais faire avancer mes diapositives. La bonne gestion de données de recherche peut se résumer à rendre les données de recherche compatibles aux principes FAIR pour qu'elles soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Dans la politique des trois organismes, on cherche à aider les chercheurs à répondre à leurs besoins de GDR. Nous avons concentré nos efforts pour répondre aux exigences de la politique des trois organismes récemment lancés pour les établissements et les chercheurs qui font l'objet de ces exigences. Nous allons couvrir un modèle d'élaboration de stratégie dont nous parlerons demain. Nous allons regarder la planification de gestion des données couverte par James O'Haron. Aujourd'hui, nous allons regarder l'exigence de dépôt de données dans la politique. Nous allons soutenir différentes options de dépôts nationaux multidisciplinaires au Canada. Qui nous savons? Nous savons les chercheurs, les administrateurs, les étudiants de cycle supérieur, les bibliothécaires de recherche et autres bibliothécaires spécialisés. Nous allons nous concentrer surtout aujourd'hui sur les chercheurs et leur besoin de consigner des données en vertu de la politique. Ces chercheurs se posent la question, qu'en est-il du dépôt? Je suis censé déposer mes données quelque part à la fin de mon projet, en fonction des exigences des trois organismes. Il faut ainsi regarder le cycle de vie des données. Les chercheurs vont recueillir ou créer des données. Elles vont être traitées ou nettoyées. Ensuite, ils analysent leurs données pour les préparer à la publication. Ces trois éléments constituent le stockage actif. C'est la phase active du cycle de recherche où les chercheurs passent la majorité de leur temps. Après la phase active, il y a la phase de diffusion. Les chercheurs cherchent des endroits pour déposer leurs données. Les
les données devraient être déposées dans un dépôt reconnu. Cette phase de diffusion est le deuxième des 3 exigences en vertu de la politique des 3 organismes. Après avoir consigné les données dans un dépôt, il peut y avoir un besoin de préserver les données. Certaines décisions devront être prises pour la préservation à long terme. Au-delà du stockage dans un dépôt, le processus est beaucoup plus complexe pour la préservation à long terme. Cette préservation nécessite des logiciels comme Archivematica qui créent des trousses de stockage. Ces ensembles ensuite sont déposés dans un réseau de fournisseurs de services de préservation. La phase active, la consignation et la préservation constituent le continuum d'enregistrement des données. Les chercheurs ont plusieurs questions quant au dépôt des données dans un dépôt. La question qui suit, c'est quel dépôt devrais-je choisir? Le choix d'un dépôt dépend de certains facteurs. S'il y a un dépôt particulier pour votre discipline, c'est peut-être l'endroit préférable pour consigner vos données. Si vous n'avez pas un dépôt pour votre discipline, nous suggérons 2 options de dépôt de données multidisciplinaires, soit Dataverse Canada ou le dépôt fédéré de données de recherche, le DFDR. Dataverse va servir la longue traîne de dépôt de données avec 3 teraoctets de données, avec plus de 4000 ensembles de données et 80 000 fichiers, avec des chercheurs de 50 établissements dans diverses disciplines. Par contraste, le DFDR a été conçu pour répondre aux besoins des chercheurs qui travaillent avec des plus grands ensembles de données, surtout avec de l'infrastructure d'informatique haute performance, dont les établissements n'ont pas nécessairement accès. Le DFDR héberge 25 teraoctets de données de projet. Les chercheurs vont se demander, une fois que j'aurai déposé mes données dans un dépôt, comment les gens les trouveront-ils? L'autre phase sera la découverte et l'accès. Pour l'accès, il faut penser à la réutilisation des données dans le cycle de vie des données, ce qui comporte des identifiants pérennes et des portails de découverte. L'un des 2 identifiants pérennes que l'Alliance GDR appuie sont les identifiants ORCID-ID et les DOI, qui sont des identifiants d'objets numériques qui vont identifier de façon sans ambiguïté les ensembles de données. Les 2 fonctionnent dans l'écosystème des identifiants pérennes afin d'avoir un accès plus simple aux données. En ce qui concerne les portails de découverte, les services de découverte du DFDR ont adopté un modèle de OpenAIRE en Europe, le service de découverte de dépôt en Europe. Si vous visitez le dfdr.ca, vous allez trouver une zone de recherche dans laquelle vous pouvez trouver plus de 90 dépôts. Les métadonnées ont été recueillies de plus de 90 dépôts. Pas les données, mais les métadonnées uniquement. Il y a des dépôts comme Dataverse, certains portails de données ouvertes. Il y a de grands portails comme Polar Data Catalog, CIUS et DataStream. De plus, cette couche de découverte offre un accès aux données déposées dans le dépôt des FDR, comme les données de Mountain Legacy Project et les données de Watch Institute. Il y a plus de 120 000 fichiers déposés dans le DFDR, le dépôt fédéré de données de recherche. Il y a plus de 2,5 millions de téléchargements depuis janvier cette année.
OpenAir en Europe, qui prédate le système de découverte du DFDR, et maintenant un lieu d'hébergement des notices dans le DFDR pour élargir l'accès aux données de recherche canadiennes. Ultimement, le troisième pilier de la politique des trois organismes est conçu pour soutenir la diffusion, la découverte et la réutilisation des données canadiennes dans l'écosystème élargi d'infrastructures de recherche numérique. Je vais prendre les questions à la fin et je vais céder la parole à Jen. Je vais interrompre mon partage d'écran. Thanks, Jeff. Yeah, we can go over to Bo directly now. Merci. Nous pouvons poursuivre avec Bo. Très bien, merci, Jen. Et Jeff, patientez un instant. Je vais partager mon écran. Vous devriez voir une image d'une de nos installations à l'Université de Toronto. Je vous parle aussi de Kingston. Par coïncidence, je vais partager la reconnaissance territoriale de Jeff. En tant que chef de l'informatique à l'Université de Toronto, je peux vous rappeler mon parcours. Je travaille sur la GDR avant qu'on la désigne comme la GDR, la gestion de données de recherche. Je travaille là-dessus depuis l'ancien millénaire. Je consacre un peu moins de temps de ces jours à la GDR en soi. Mais après avoir vu les présentations dans cette série, je trouve que c'est remarquable tout le progrès qui a été réalisé par Portage et l'Alliance, ainsi que l'ensemble du secteur. Je vais vous partager de l'information sur la vision et les objectifs. Je vais vous donner le contexte des dépôts numériques. Je vais parler du programme de certification des dépôts. Ensuite, je pourrai répondre à vos questions. Nous avons un groupe d'experts sur les dépôts numériques qui s'intitule DREG. Il est constitué d'experts partout au Canada. Le groupe a été établi à l'origine par Portage de l'ABRC. Portage fait maintenant partie de l'Alliance. Le groupe d'experts veut encourager la croissance dans le dépôt pour mieux s'armer aux exigences des bailleurs de fonds, notamment l'exigence de consigner les données après un projet de recherche. J'ai énuméré 3 objectifs à droite. Nous avons plusieurs objectifs dans notre mandat. Nous essayons d'offrir de la coordination pour les groupes de travail pour promouvoir et renforcer certaines actions liées au dépôt. Nous voulons aussi réduire la duplication des efforts. Nous avons des ressources limitées. Nous voulons donc nous en servir de façon efficace. C'est un des grands objectifs de DREG. Nous voulons aussi soulever les lacunes en formation, notamment, et nous voulions aider à combler ces lacunes. Nous avons d'autres objectifs en travaillant avec d'autres groupes d'experts de l'Alliance, comme le groupe sur la préservation et la curation, pour s'arrimer à d'autres éléments du paysage. Et nous voulions travailler avec des partenaires internationaux pour avoir une plus grande uniformité, pour faire la promotion de la confiance ou de la fiabilité. Nous y reviendrons dans quelques diapositives. Par rapport au paysage des dépôts, il y a bon nombre de dépôts au Canada, il y en a plus de 200. Il y a de nouveaux dépôts rendus disponibles en ligne. Certains dépôts semblent disparaître, ce qui est préoccupant. Nous voulons savoir comment aider les chercheurs à mieux s'y retrouver dans cet environnement. Nous voulons assurer la préservation. Nous ne voulons pas que ces dépôts disparaissent tout simplement. Nous allons parler de la différence entre des dépôts généraux, des dépôts gouvernementaux. Est-ce que ces différences importent? Si c'est le cas, il faut aider les chercheurs à savoir où ils doivent consigner leurs données.
Je vais parler d'une de nos activités. Il s'agit d'un projet de certification de dépôt qui est fondé sur la certification Core Trust, qui vise à certifier des dépôts fiables. La certification Core Trust Seal émerge depuis 2018 sous le leadership de l'Alliance des données de recherche, qui est la suite d'anciens systèmes de certification. Cette certification a obtenu une bonne adhésion puisque c'est une certification créée par le milieu qui vise à créer des dépôts fiables certifiés. Notre projet de certification sert à faire progresser les dépôts canadiens au stade de certification. Par rapport aux résultats particuliers, nous voulons créer un milieu, une communauté, nous voulons encourager la certification, nous voulons faire avancer les notions de principe FIR et Trust. Nous avons une cohorte de dépôts qui ont participé à ce projet. En fin de compte, nous visons la certification, bien que ce n'est pas un préalable. Cependant, le programme veut pousser les dépôts dans cette direction. Les dépôts pourront parler des avantages aux autres acteurs après avoir obtenu la certification et de faire connaître la valeur des principes FIR et Trust. En ce qui concerne notre groupe d'experts sur les dépôts numériques, vous pouvez voir les membres listés à droite. Nous avons beaucoup d'expériences rassemblées. Nous avons des experts de gestion des données, des experts des dépôts. Nous avons des chercheurs et chercheuses. Je peux vous dire que mon expérience comme président de ce groupe était une expérience enrichissante. Chaque réunion se termine avec un représentant d'un dépôt qui parle des actualités dans le domaine. C'est très enrichissant et très encourageant de voir tout le travail qui se fait. Par rapport au projet de certification en soi, nous avons listé les dépôts qui sont financés à droite. Un demandeur qui obtient du financement, il y a un financement pour aider le dépôt à réaliser la certification. Nous étions très intéressés de voir la cohorte de dépôts qui ont soumis des demandes. Selon ce que je sais, les réunions se passent bien. Nous avons créé une cohorte de différents acteurs. Nous avons planifié 3 ateliers, un sur la curation des objets numériques, un sur les technologies de préservation des objets numériques et le 3e atelier sera sur les politiques organisationnelles. Il y a des discussions avant les ateliers, des lectures qui sont assignées. Il y a aussi des groupes de lecture, des groupes d'écriture, des groupes de révision par les pairs. Dans les groupes de révision par les pairs, il y a de l'auto-évaluation ou un tableau de bord d'auto-évaluation qui a été créé avec différents dépôts qui ont travaillé sur la création du tableau de bord. Pour mesurer la réussite, je crois qu'une cohorte doit demander de passer plus de temps avec les autres membres de la cohorte. C'est un beau signe de réussite. Nous voulons que ces dépôts aient voir les autres acteurs de la communauté pour faire valoir les principes FIR et Trust. Voici d'autres acteurs qui sont des observateurs. Ils sont observateurs sans financement, mais je comprends que ces dépôts participent activement. Nous avons aussi un participant international provenant de la Suisse, ce qui m'amène à la conclusion. Comme Jeff l'a mentionné, nous allons garder les questions pour la fin. Je vais maintenant céder la parole à Karen. Parfait, merci. J'ai quelques difficultés techniques. Je pense que ma caméra a décidé de lâcher prise après plusieurs
réunion virtuelle. Je m'excuse d'être la présentatrice sans visage. Je demandais à Jen de faire avancer mes diapositives. J'aimerais vous faire savoir que je vous parle de Victoria. J'aimerais reconnaître avec respect les peuples, les Cohen, qui sont les gardiens traditionnels de ces terres, incluant les nations Songhees, Esquimalt et Westnik. Je représente le World Data System, qui est la branche opérationnelle du Conseil de sciences internationales, International Science Programme, qui est établi à Paris, qui fait la promotion de la science pour le bien public. Le système mondial de données, World Data System, qui a pratiquement 300 centres de distribution de données qui gèrent des données distribuées dans chaque domaine imaginable. C'est maintenant une exigence pour les centres d'être certifiés, ce qui permettra aux chercheurs d'avoir de la confiance dans leur habileté professionnelle comme lieu pour consigner les données. Durant ma présentation, je vais parler des éléments de la politique des trois organismes et je vais vous parler des initiatives dans le dépôt. Je ne veux pas faire la promotion comme solution pour tout le monde, mais je vais juste vous donner des exemples de façon de se conformer aux exigences de la politique. La politique est établie sur les principes FAIR avec des déclarations assez générales. Je pense à des enjeux sur la sécurité des données, la préservation, l'organisation des données, l'accès aux données. Ce sont des sujets en soi très complexes, un peu comme aussi les exigences pour les données, les métadonnées, le code. C'est une autre couche de complication qui était la responsabilité des gestionnaires de données dans le passé. Donc, ces éléments qui peuvent sembler simples ont toutes sortes d'enjeux lorsqu'on essaie de créer des solutions de mise en œuvre. So one of the primary functions of the data repositories is data curation. And Alors, une des fonctions principales, c'est vraiment la curation. Donc, un peu comme Jeff l'avait mentionné dans ses diapositives, ça peut être distribué à des organisations à travers le temps. Donc, par exemple, lorsqu'on parle du Centre mondial pour le climat, qui est une communauté en Allemagne, ils ont un dépôt qui a environ 1,5 million de sets de données qui sont accessibles à plusieurs types de personnes. Maintenant, additionnellement, il faut voir qu'ils ont une sous-catégorie, en fait, de tout ça qui est accessible aux autres personnes, comme on a mentionné. Donc, il y a plusieurs registres médicaux qui sont accessibles aussi, qui sont là-bas, et c'est grâce à ces efforts de curation aussi. Mais là, d'une manière plus précise, ils trouvent le moyen de connecter les données avec des identifiants spécifiques. Maintenant, mon point spécifique là, c'est vraiment de dire que lorsqu'on parle de la curation, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon très simple. Il faut voir que tout ça doit être fait, même après la préparation. Il faut voir qu'il y a beaucoup de processus pour rendre plus permanent les connexions, et même du point de vue de l'industrie. Et aussi, il faut s'assurer que les personnes qui contribuent pour les données reçoivent le crédit pour les données qu'ils ont offertes. Donc, il faut voir aussi que lorsqu'on regarde les institutions qui font partie et qui ont créé ces politiques, doivent s'assurer que ces politiques vont être satisfaisantes pour la distribution, le processus de distribution. Maintenant, lorsqu'on rentre directement dans la préservation des données, un peu comme Jeff l'a mentionné, la conservation va être un peu plus complexe qu'on parle. Je vais être un peu moins précise qu'il avait mentionné. Il faut dire que c'est assez difficile pour plusieurs raisons parce que en ce moment, il y a plusieurs de nos membres qui ont une difficulté qui est simplement que le volume des données augmente constamment. Et là, il faut que les architectes de systèmes soient capables de créer des façons de stocker les données lorsque ça grandit quand même. Et par exemple, on peut voir que si on utilise le IODIS, qui est
comme exemple de NASA qui est distribué comme une archive distribuée. Donc, on a aux États-Unis ce type d'archives spécifiques et il faut voir que ce genre de données sont aussi individuelles. Donc, lorsqu'on parle du problème que NASA a lorsqu'ils regardent leur DAX, le nom de leur gestion de données, il faut voir qu'en 2017, on avait estimé que l'IO10 aurait eu plus de 55 petabytes de données et que l'année d'après, ça aurait doublé jusqu'à plus de presque 300. Donc maintenant, pour pouvoir gérer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont utilisé un mélange de nuages de données et aussi quelque chose d'un peu plus privé. Donc, je ne suis pas en train de suggérer exactement ce qu'il fallait qu'on fasse, mais simplement pour vous dire que c'est ce que NASA a fait. Donc, ils ont été voir Google pour les aider avec ça, tout en ayant aussi une gestion de données sur place. Un autre exemple, c'est le fait que Amazon utilise des moyens pour améliorer la façon dont ils gèrent leurs données. Donc maintenant, il faut voir aussi, en gros, que la NASA a dû s'adapter de cette manière-là aussi. Maintenant, avant de parler des solutions architecturales, je vais parler seulement du point de vue de qu'est-ce que ça implique du point de vue administratif. Il faut voir qu'il faut changer le budget annuel pour le faire. En plus, c'est assez difficile parce qu'on ne peut jamais prévoir la valeur de place que les chercheurs auront besoin à chaque année. Donc, c'est assez difficile. Donc, ce que les gens ont décidé de faire, c'est de créer des nouveaux outils qui vont être sûrs de ne jamais violer la loi sur la déficience. C'est une sorte de loi qui empêche les gens de se retrouver à court de place. Donc, c'est vraiment une sorte de mirage lorsqu'on parle du point de vue légal et administratif. Maintenant, lorsqu'on sort du point de vue administratif et des choses qu'il faut considérer de ce point-là, je pense que les solutions techniques que NASA utilise fonctionnent pour la majorité des stratégies. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé l'informatique de brouillard pour être sûr que ça fonctionne. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au-dessus, ils ont mis quelque chose de plus large au-dessus et ensuite, ils se divisent petit à petit avec des petites parties de la pyramide, des nœuds d'information. Et le plus bas est-ce qu'on se retrouve, le plus c'est divisé. Maintenant, lorsque vous regardez le nuage informatique au-dessus, qui est au-dessus, et lorsque vous regardez maintenant la bordure à la fin, c'est assez plus petit, qui est plus proche du chercheur. Donc maintenant, ce qui est difficile ici, c'est lorsqu'on parle de la gestion de données, c'est vraiment de comprendre quelle stratégie informatique il faut faire et qu'est-ce qu'il faudrait permettre aux gens d'avoir accès en bas. Alors maintenant, cette stratégie a vraiment absolument besoin que nous trouvions un moyen d'avoir des données qui vont être accessibles de manière facile et il faut aussi être capable de les gérer soit d'un côté qu'on appelle de la gestion chaude ou de la gestion froide. Et là, ensuite, il faut dire que dès qu'on parle des nouvelles données, c'est toujours, on appelle ça des données chaudes parce que c'est très réplicable et copiable et ça doit être accessible. Et là, maintenant, il faut être capable de le suivre. Et ensuite, avec cette nouvelle technique, moins une donnée va être accédée par d'autres personnes, plus les gens vont pouvoir, le système va le gérer comme étant la donnée froide et ensuite, ça va être stocké quelque part d'un peu plus loin. Maintenant, lorsqu'on parle de donner les statuts de soit chaud ou froid et qu'on regarde ça en données, il faut voir un projet qui avait été initié récemment, qui a été fait en Europe. Ça s'appelle, en fait, en ce moment, ça se fait du point de vue global. On appelle ça la coalition Biodata Global. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'assurent de voir du point de vue global quelles sont les
systèmes de données qui sont les plus importants et lesquels devraient être des priorités pour qu'ils soient financés de manière continuelle ou pas. Je ne pense pas que c'était ça leur objectif, mais il faut voir que avec la façon dont ils fonctionnent, leurs types de rubriques vont pouvoir être utilisés pour d'autres fonctions. Donc, ça pourrait être utilisé pour le processus de décision pour que les gens puissent savoir où est-ce qu'on peut mettre les données qu'on va avoir. Ensuite, j'aimerais aussi ajouter une stratégie qu'on n'a pas vue très souvent, mais qui pourrait fonctionner quelque part là-dedans. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait créer plusieurs données des échantillons qu'on pourrait utiliser pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut gérer les données froides. Donc ça demanderait un autre processus de curation en plus de ce qui existe déjà et ça serait encore assez difficile comme mesure. Maintenant, je vais ralentir un peu. On va parler d'une façon de faire qui aurait besoin qu'on utilise le code pour le faire. Maintenant, il faut voir que d'une manière traditionnelle, les données doivent être gérées avec les codes. Donc, tout ça pourrait faire du sens tant que cette relation peut être maintenue. Et on voyait ça encore lorsqu'on parlait du dépôt à air ouvert, open air, qu'on avait mentionné tout à l'heure. Donc, lorsqu'on regarde tout cela, il faut voir qu'il y a beaucoup de développement qui se fait lorsqu'on parle des logiciels pour les dépôts. Par exemple, on a GitHub qui travaille sur l'édition simultanée. Donc, un peu comme les gens peuvent modifier le même document Google, on essaie d'avoir de l'édition avec plusieurs utilisateurs. Maintenant, la question qui vient avec ça, c'est quel dépôt de code est-ce qu'on utiliserait pour le faire? Lorsqu'on voit GitHub, ils ont eu un peu ils ont été critiqués un peu en 2018 parce qu'ils avaient utilisé plus de 7,5 milliards de dollars. Ensuite, il faut voir Amazon a utilisé sa propre façon, mais si on cherche des dépôts à source ouverte, ce serait un peu plus compliqué à trouver aussi. Continuons. Donc, l'autre stratégie qu'il y a serait de mettre tous les codes ensemble et ensuite les publier ensemble. Maintenant, de manière plus spécifique, lorsqu'on regarde la compagnie américaine Géophysique, il faut voir que lorsqu'on regarde des livres comme le GeoNotebook, il crée des piles où on met le tout ensemble et c'est assez difficile. Et ils mettent des outils à l'intérieur pour que les gens puissent avoir accès là-dessus. Donc, ces outils peuvent permettre d'aller soit chercher les données à travers le tout, ou ces mêmes outils peuvent être utilisés pour gérer les codes aussi. Maintenant, il y a aussi beaucoup de développement dans l'industrie du point de vue notebook. Soit on peut importer ou exporter les fichiers, soit avec HTML ou autre chose. On peut aussi intégrer des blogs là-dedans, créer des livres numériques, des tutoriels, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres manières de fonctionner avec ça. Mais lorsqu'on avance avec ça, il faut voir que les gens ont investi énormément dans ces communautés-là. La façon dont ça a été fait, c'est qu'ils ont conservé la recherche en tête lorsqu'ils avançaient. Maintenant, dans ce monde-là, ce que j'ai vu très souvent, c'est que lorsqu'ils regardent la publication des données en code, ça ralentit un petit peu la façon dont le travail avance. De plus, il y a environ 280 langages différents qu'on peut utiliser pour la publication. Donc, ça complique un petit peu les choses. J'ai vu qu'il y a des outils qui peuvent convertir le langage de Jupyter Notebook vers un autre ou vice-versa aussi.
Donc, c'est la façon dont, en ce moment, on peut voir qu'ils sont en train de se converger dans une seule dans une seule vision, mais par contre, le fait d'avoir autant de langages différents, ça crée une toute nouvelle méthode nécessaire pour la curation. Maintenant, je vais peut-être conclure en disant que je crois que la valeur de données que nous avons et l'intensité qu'il doit avoir va vraiment créer plusieurs types de problèmes qu'on a. Par contre, je peux voir aussi qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait, surtout ici au Canada, mais bien sûr ailleurs dans le monde aussi. Maintenant, je vous remercie et j'envoie le micro à Daniel. Bonjour tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette session. Bien sûr, ça fait du bien d'être ici. Ça fait plaisir. Je suis à New York, qui est en ce moment dans le territoire traditionnel de Menapé. Je sais que je viens du Canada, mais ça fait du bien d'être ici et d'avoir accès avec la triagence. Alors, la raison pour laquelle on m'avait demandé de présenter cette session, c'était pour offrir une perspective du point de vue des chercheurs et aussi qu'est-ce que ça veut dire de permettre le partage de données correctement. Donc, je viens en tant que quelqu'un qui est étudié dans les sciences appliquées. Je travaille pour une organisation à but non lucratif et nous sommes en train d'explorer comment est-ce que les chercheurs font leur travail exactement et les instructeurs aussi dans plusieurs domaines. J'ai fait beaucoup de recherches aussi où on a regardé dans plusieurs domaines, mais ça inclut aussi le partage de données. Et là, nous sommes en train de travailler sur une étude qui va être sortie, qui va être publiée à la fin de l'année. Donc, un d'entre eux, c'est comment est-ce que les chercheurs partagent leur big data, les données plus larges. Et bien sûr, nous avons touché ce genre de données-là d'une manière ou d'une autre. Et notre recherche est faite 100% pour le public et pour servir le bien public. Et là, ça, c'est pour les librariens, les personnes qui travaillent dans les données techniques aussi. Maintenant, juste pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on a fait, le volume du travail que nous avons fait plus de 2000 entrevues. Nous avons collaboré avec plus de 550 libraires et nous avons travaillé avec plus de 145 institutions aux États-Unis. Nous avons fait une analyse large et un des problèmes que nous avons eu là-dessus, c'est qu'est-ce qui fait que le partage de données a du succès. Lorsqu'on regarde dans plusieurs disciplines et plusieurs domaines, nous avons pu trouver plusieurs exemples qui sont très intéressants, surtout du point de vue génétique. Par contre, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de travail intéressant qui se fait aussi dans les images neuro. Il y a eu beaucoup de difficultés lorsqu'on parle du point de vue de la pandémie aussi. Voici un exemple que nous avons qui est assez important, c'est l'initiative globale sur le partage de données. Donc, c'est un travail qui est fait d'une manière interdisciplinaire qui soutient un dépôt de données génétiques pour les projets connexes. Maintenant, lorsqu'on regarde cela, lorsqu'on regarde justement GISAID, comme on vient de parler tout à l'heure, et lorsqu'on parle de la neuroimagerie, c'est que la raison pour laquelle la majorité de ceux qui ont du succès en fait, c'est parce qu'ils représentent en fait le travail d'une communauté, d'une vraie communauté. Donc, ce que nous avons développé, c'est un concept qui permet de comprendre qu'est-ce qui les rend, qu'est-ce qui donne du succès. Donc, la façon dont nous l'avons défini, c'est une communauté de données qui est un réseau fluide et informel de chercheurs qui partagent et utilisent certains types de données. Donc, il faut voir que la plupart utilisent de ces communautés sont facilitées par des sites web qui intègrent un référentiel en ligne. Donc, que ce soit un domaine ou une institution, mais plus généralement, qu'est-ce qui fait que ce genre de données ce genre de communauté est intéressante, c'est le fait que ce n'est pas limité à une seule discipline. En fait, souvent, c'est relié avec plusieurs disciplines différentes. Donc, lorsqu'on regarde GISAID, il faut voir que très souvent,
il touche à plusieurs domaines différents, même les sciences animales. Je trouve que c'est absolument important, surtout lorsqu'on regarde toutes les personnes qui essaient de faire quelque chose d'aussi ambitieux que ce que nous sommes en train de faire avec les agences. Il faut voir que lorsqu'on pense en termes de communauté de données, ça peut favoriser le partage au-delà des frontières des institutions et ça reflète la façon dont les chercheurs font vraiment leur travail. Maintenant, quelles caractéristiques qui leur permet réellement d'atteindre ce genre d'objectifs? Il faut voir que c'est le développement ascendant. Ensuite, on peut voir, parce que c'est là où ils le font parce qu'il y a un vrai besoin. Donc, lorsque ce développement se fait d'en haut, c'est qu'il y a un vrai besoin. Ensuite, il faut voir aussi qu'il faut des normes communautaires qui doivent être absolument décidées à l'avance. Et ensuite, lorsqu'on regarde Gazelle aussi, il faut voir qu'ils ont, ce n'est pas anonyme. Et ça, c'est à cause de la façon dont les chercheurs font vraiment leur travail. Ensuite, à la fin, il faut voir qu'il y a une absence des obstacles techniques. Donc, depuis les années 60, on a vu dans la base de données structurale de Cambridge, ils ont une façon beaucoup plus directe. Par contre, il faut voir que ce qui est intéressant, c'est que la technologie est une chose qui est très fluide. Donc, il faut voir que tout ce qui était possible dans le passé est encore possible dans le futur. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'être quand même toujours à jour sur sur lequel les chercheurs travaillent. Maintenant, quelque chose sur lequel qui nous a été présenté, c'est le fait que les dépôts peuvent disparaître, en fait. Nous avons vu ça assez souvent, même durant la COVID, c'est qu'ils ont un cycle de vie. Il faut voir que la majorité de ces communautés n'existent pas toujours. Parfois, ils perdent leur support ou simplement qu'il y a d'autres changements qui sont faits. Parce que même lorsqu'une communauté n'est pas active, ça ne veut pas dire que le travail qu'ils étaient en train de faire n'aurait plus de valeur pour les recherches futures. Maintenant, je vais passer le reste de mon temps juste pour mettre un peu plus d'emphase sur l'importance de travailler sur les communautés de données émergentes. Donc, c'est ceux qui ont une sorte de support sur les études postsecondaires. Donc, il faut voir que ces communautés de données, c'est un groupe de chercheurs qui sont enthousiastes à l'idée de partager et de réutiliser certains types de données, mais qui n'ont pas nécessairement établi le processus nécessaire. Donc, ce que nous avons fait, nous avons vu que ces genres de chercheurs, ils sont en train de chercher des processus qui faciliteront le partage des données. Après ça, il faut aussi une sorte de saut pour avoir de la stabilité à long terme. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'établir des normes correctes et aussi les outils corrects aussi. J'aimerais offrir un exemple qui vient du contexte canadien et c'est ce que moi, je verrais comme une communauté de données émergente. Donc là, je vais parler de Spoken Web Project, qui, en fait, avait comme but d'identifier, de préserver des enregistrements littéraires audio. Ce qui est intéressant avec cet exemple, en fait, c'est qu'ils ne viennent pas de la communauté des sciences, des technologies. Donc, ils sont vraiment plus connectés du côté humanitaire et des langues. Donc, ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'ils ont réussi vraiment à utiliser une communauté qui existait déjà et s'établir de plus en plus. Il faut voir qu'ils ont tout ce qu'il fallait. Ils ont le développement ascendant, comme on l'avait dit, parce qu'ils ont leurs normes aussi et ils ont des chercheurs qui sont intéressés. Donc, ce qui aide, c'est de trouver les chercheurs qui sont intéressés et les mettre avec des collaborateurs, comme on peut voir. Ensuite, il faut voir qu'ils ont des normes de communauté. Parce que, par exemple, ils ont travaillé sur un atelier qui permet aux chercheurs d'identifier les données à partager avec les partenaires pour le projet. Donc, il faut voir que ces normes communautaires sont en train d'être développées en temps réel avec les communautés.
Et là, à la fin, il faut voir qu'il y a une absence des barrières techniques, parce que ça, c'est quelque chose qui était difficile dans le passé lorsqu'on regardait les enregistrements audio. Et cette manière de le faire permet aux gens d'avancer de manière positive vers l'avant aussi. Maintenant, juste pour, j'ai en fait résumé tout ce qui doit être fait, en fait, pour être sûr que le gouvernement puisse entrer et participer là-dedans, il faut voir que ils auront besoin de créer leur infrastructure de dépôt. Ils ont besoin de conseils techniques. Ils auront besoin aussi de conseils pour plaidoyer pour atteindre la durabilité organisationnelle. Et bien sûr, pour terminer, ils ont aussi besoin d'aide pour faire passer le mot aux autres chercheurs qui pourraient être intéressés. Maintenant, de notre côté, ce qu'on va continuer à le faire, c'est que nous allons continuer à travailler sur des sciences appliquées pour pouvoir chercher tout cela. Donc, par exemple, nous travaillons sur un outil pilote d'évaluation qui pourrait peut-être vous intéresser. Par exemple, nous avons fait une étude aux États-Unis en 2020. Et ce que nous avons pu trouver avec cela, c'est que ça permettrait aux gens de se placer sur une certaine échelle, sur la grande échelle. Nous avons aussi commencé à travailler sur une sorte de rencontre pour permettre aux gens de trouver comment est-ce qu'ils pourraient travailler avec d'autres professionnels autour d'eux. Parce qu'aux États-Unis, il faut voir qu'il y a une emphase qui a été mise sur le partage de données volontaires. Donc, si jamais vous êtes un peu intéressé à voir quel type de recherche nous sommes en train de faire, je vous recommande d'aller regarder notre rapport en ligne qui donnera beaucoup plus de données et beaucoup plus d'informations en détail sur ce que nous avons déjà fait et pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur les communautés de données. Et vous pouvez aussi avoir accès à nos rapports de recherche et aussi nous avons des blogs et des posts sur des blogs que nous avons mis en ligne. Donc, merci énormément d'avoir participé et d'avoir écouté. Et bien sûr, sentez-vous à l'aise de me contacter directement si vous êtes intéressé à apprendre un peu plus. Merci énormément, Daniel, et merci à tous nos présentateurs de tout à l'heure parce que c'est beaucoup de perspectives très intéressantes qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe comparativement au dépôt de données. Maintenant, nous avons environ 4 minutes avant la fin de cette heure et nous avons environ, même chose aussi ici. Alors, Nick, j'aimerais savoir, est-ce qu'on devrait prendre une pause avant d'aller à la partie de questions et réponses? Oui, en effet. Qu'est-ce que tu penses de 5 minutes? Ça permet aux gens de se rafraîchir et de rester un peu s'ils veulent rester. Parfait. Donc, nous allons nous retrouver à une minute après l'heure, en fait, et nous allons pouvoir reprendre. Donc, on se donne 5 minutes et nous allons retourner en ligne sous peu. Parfait. Donc, on se revoit tous dans 5 minutes.